Bonjour à tous. Bonjour à ce webinaire qui est offert dans le cadre de la Semaine internationale du coaching. Donc ce webinaire est enregistré. J'espère que c'est OK pour vous. Ça permettra d'avoir un replay pour les personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Donc le thème du webinaire que je vous propose aujourd'hui, c'est Oser déplaire, la clé d'un leadership authentique. Et je me présente, je m'appelle Sophia Glandor, je suis coach certifiée ACC, donc membre de la membre de l'ICF, donc la Fédération de Coaching Internationale, et nom de l'entreprise, donc c'est Shinia. Avec ce webinaire, le but, c'est pas faire une apologie de l'agressivité ou de la méchanceté. C'est vraiment l'idée, c'est de vous montrer des pistes, comment vous affirmer dans votre leadership. Et c'est vrai que dans le monde du management et du leadership, il y a certaines qualités qui sont largement valorisées, l'empathie, la capacité d'écoute, la diplomatie, mais parfois ces qualités, on peut avoir parfois les défauts de ces qualités. Parfois ces qualités peuvent se transformer en piège invisible, et notamment celui du people pleasing ou le besoin excessif d'approbation. Je m'appelle Sophia, je suis coach certifiée, formatrice et également consultante en bilan de compétences. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis également très impliquée dans les réseaux féminins. J'ai vraiment à cœur d'accompagner les femmes, mais pas que, hein, j'accompagne tout public, jeunes, adultes, les groupes. Vous voyez ici les différentes, spécialisations, les différents thèmes que je traite en coaching. Donc j'ai vraiment à cœur d'accompagner des femmes particulièrement. C'est aussi, ce qui m'a poussée à m'investir dans des réseaux féminins, et notamment c'est important pour moi aussi d'accompagner, des femmes à réaliser leur potentiel et à s'accomplir, à s'affirmer dans le management, dans leur leadership. C'est aussi ce qui m'a poussée à vous proposer cette masterclass aujourd'hui. Donc comme je vous disais, cette masterclass est offerte dans le cadre, de la Semaine internationale du coaching, proposée par l'ICF. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose une introduction sur, la fédération. Donc je vais vous présenter la Fédération de coaching international, l'ICF, notre déontologie, l'éthique que nous respectons. Et ensuite, je dirai quelques mots plus particulièrement sur la semaine spéciale, la Semaine internationale du coaching que nous avons, donc du 12 au 18, du 12 au 18 mai. Donc l'ICF, c'est la plus grande, fédération de coaching au monde. Voilà, elle compte 60 000 membres, à l'international. En France, 1 700 coachs professionnels. Et la mission de l'ICF, c'est de développer et défendre la profession, hein, de vraiment professionnaliser le métier de coach en établissant des normes élevées. Et vraiment, ce qui met en avant dans l'ICF, c'est notre déontologie. Vraiment, on traite, de la vie des gens, on accompagne des personnes, donc c'est important de ne pas jouer, d'être très sérieux. On engage vraiment chaque membre de l'ICF à respecter, le code de déontologie, d'avoir une éthique, qui est très forte. Donc choisir un membre, un coach qui est membre de l'ICF, c'est aussi, gage de qualité. C'est une protection, hein, pour les clients, pour les entreprises aussi, hein, qui font appel au coaching. Parce que vraiment les professionnels qui sont membres de l'ICF, ils s'engagent à respecter la déontologie, ils s'engagent dans un processus de formation continue. Donc c'est pas, uniquement au démarrage quand on se lance, c'est tous les ans sur, toute notre carrière que nous sommes invités à continuer à nous former et aussi pouvoir garder la certification. Donc il y a plusieurs certifications, plusieurs niveaux de certification qui sont proposés au sein de l'ICF, hein. Vous les voyez là affichés à l'écran. Donc selon le nombre d'heures de pratique, aussi, le nombre d'heures de la formation, vous voyez les différents niveaux qu'on peut avoir, donc ACC, PCC ou MCC. Donc
On doit proposer des démonstrations de coaching, donc on doit démontrer un niveau, de théorie et de technique professionnelle. Donc ça permet, des personnes qui ont cette certification, ça permet vraiment de prouver que ce sont des personnes qui sont formées et qui accompagnent leurs clients, vraiment de façon, qualitative, hein. Pour ma part, moi, je suis donc certifiée ACC, le premier niveau, donc j'ai pu prouver que j'avais au minimum 100 heures de coaching et j'ai une formation qui a j'ai suivi une formation qui propose, au minimum 60 heures, j'ai même plus, j'ai une formation ma formation est plus près des 200 heures que des, 60 d'ailleurs. Je suis désolée, je tousse un désolée, je tousse un peu. Donc c'est un gage de sérieux. Donc comme je vous le disais, cet événement aujourd'hui est proposé dans le cadre de la Semaine internationale du coaching, hein. C'est un événement qui est, international, hein, d'où le nom, ICW, c'est le nom en anglais, International Coaching Week. Donc il se déroule du 12 au 18 mai cette année et le but c'est de faire découvrir le coaching professionnel, de célébrer l'efficacité du coaching et son impact. Donc on s'adresse aux clients, aux personnes, qui sont intéressées, par le coaching. On s'adresse aussi, aux responsables RH, aux entreprises, aux responsables d'entreprise. Donc l'idée vraiment, c'est de faire rayonner le coaching et puis de vous proposer des événements comme celui-ci, des coachings découvertes. Donc vraiment pour que vous puissiez, mieux connaître, c'est quoi le coaching. Et le thème de cette année, c'est inspirer, transformer et se développer. Et donc moi, sur ce thème, j'ai été inspirée de vous offrir cette masterclass, comme je le disais au début, sur le thème Oser déplaire, la clé d'un leadership authentique. Alors c'est un thème qui me parle parce que c'est vrai que moi j'ai cette tendance, j'aime bien faire plaisir aux gens, et j'ai pu constater, donc j'ai exercé des fonctions de management pendant plusieurs années et puis j'ai pu constater, les difficultés que j'avais moi-même dans mon leadership, avec, ce besoin d'approbation, ce besoin de faire plaisir aux autres. Donc c'est vraiment ce qui me pousse à vous proposer ce webinaire aujourd'hui, pour vous aider aussi à surmonter et à voir comment progresser avec le coaching pour, justement, vous épanouir dans votre leadership, d'être aligné dans votre leadership, d'avoir un leadership authentique. Donc vraiment, c'est l'objectif de ce webinaire. Comme je disais, le but, c'est pas de faire l'apologie du conflit ou de l'agressivité, mais vraiment de voir comment c'est important d'être aligné, parce que le besoin d'approbation peut permettre de préserver une harmonie, mais qui est illusoire. Donc voilà, l'objectif, c'est de, vous aider à comprendre les origines du people pleasing. Donc en anglais, on parle, beaucoup de people pleasing. En français, je traduis avec besoin d'approbation, besoin de validation. Mmh. Donc de comprendre c'est quoi, les conséquences, l'impact que ça a, sur, sur vous, sur votre entourage et aussi de vous montrer, puisque c'est la semaine internationale du coaching, comment le coaching peut vous accompagner pour surmonter ce besoin d'approbation et vous épanouir, dans votre leadership. Un leadership authentique vraiment repose sur 3 piliers, la clarté, la cohérence et le courage relationnel. Et c'est vrai que ce courage, relationnel ou le courage managérial, c'est aussi, oser avoir des conversations difficiles, oser parler des sujets qui fâchent, même si c'est pas toujours facile, bien sûr. Donc l'agenda pour aujourd'hui, donc après la courte introduction que nous avons eue, nous allons explorer, c'est quoi les origines, d'où ça vient, ce besoin de validation, d'où ça vient le people pleasing, l'impact que cela a et ensuite je vais vous exposer des pistes pour vous aider à surmonter le people pleasing, comment vous pouvez reprendre le pouvoir et on va conclure le webinaire. Donc parmi ces comportements, là, je vous ai mis une liste de comportements.
Quels sont les comportements que vous observez chez vous ou chez les autres? Je vais vous inviter à poser, à écrire vos réponses dans le chat. Parmi les 5 comportements là que vous voyez à l'écran, quels sont ceux que vous observez chez vous? Quels sont ceux qui vous parlent le plus chez vous, ou bien que vous avez observé chez les autres? Donc vous pouvez mettre, le ou les numéros dans le chat. Voilà, merci. Donc j'ai envie de vous dire, bienvenue au club. Vous avez probablement une tendance au people pleasing si vous avez mis un ou plusieurs, numéros, un de ces numéros dans le chat. Et vraiment, ça sera le maître mot de mon webinaire aujourd'hui. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez surmonter ce besoin d'approbation. Donc je vous partage ce chiffre, hein, qui est issu d'une étude de Deloitte. 80 des dirigeants considèrent l'authenticité du leadership comme un élément critique. Voilà, c'est crucial, hein. Pour les managers, pour autant, beaucoup admettent repousser certaines décisions impopulaires, justement par peur de déplaire. Et en même temps, c'est humain, hein, personne n'aime provoquer l'insatisfaction ou gérer des réactions négatives. Voilà, c'est humain, c'est naturel. Pourtant, affirmer ses décisions et surtout poser des limites claires, c'est vraiment devenu des compétences fondamentales, pour les managers, surtout dans un contexte professionnel où les attentes sont de plus en plus mouvantes, où la pression sur la performance est forte et que la gestion des émotions, des tensions d'équipe est souvent, quotidienne. Alors on parle de quoi? C'est quoi le people pleasing ou, le besoin d'approbation? Pareil, je vous invite à écrire dans le chat ou à ouvrir vos micros. C'est quoi le people pleasing selon vous? Ouais, merci pour vos réponses. Voilà, je vous mets une définition à l'écran. Le people pleasing, c'est une tendance à chercher constamment l'approbation des autres. Donc people pleasing, c'est le terme anglais. Comme je vous disais, je l'ai traduit en français par besoin d'approbation ou besoin de validation. Donc c'est une tendance psychologique et au niveau du comportement, à vouloir plaire aux autres à tout prix. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur le domaine professionnel, mais bien sûr, c'est un comportement qui peut aussi, se manifester au niveau, perso. Donc c'est une stratégie adaptative, c'est souvent inconscient, pour éviter le rejet, pour, maintenir la paix, obtenir de la reconnaissance. Donc, les personnes auront tendance à à éviter, les conversations qui fâchent, les sujets difficiles, à éviter à rentrer dans le conflit. Alors pour autant, pour les autres, c'est souvent perçu comme, ces personnes, hein, qui ont sont dans le people pleasing sont souvent perçues comme, gentilles, serviables. Et ces personnes, voilà, même si elles ressentent ce besoin d'approbation, c'est souvent besoin de leur propre intérêt, de leur propre, de leurs propres besoins. Voilà, ça par exemple, ça peut être un manager qui va accepter, systématiquement des réunions de dernière minute parce qu'il veut pas déplaire à son chef ou, par peur d'être perçu comme non coopératif. Il faut donner déjà quelques exemples, on va développer ça un peu, par la suite. Alors selon vous, le people pleasing touche-t-il plus les femmes? Ah, je vous invite à écrire vos réponses dans le chat. Effectivement, la réponse est oui. Les femmes ont effectivement une plus grande tendance au people pleasing, en tout cas selon leur propre voix. Il y a différentes, études, notamment une, que j'ai retrouvée où 52 de femmes se décrivent comme des people pleasers contre 44 des hommes. Bon, bien sûr, c'est pas un phénomène que féminin, mais on va dire qu'il y a une proportion légèrement plus élevée chez les femmes. Les femmes ont, souvent aussi, une tendance, peut-être plus fréquente, à dévaloriser leurs propres idées pour privilégier celles des autres. Hein, ça, c'est un comportement qu'on peut observer plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Les femmes sont aussi souvent plus nombreuses à déclarer qu'elles évitent les conflits, auxquels elles ont du mal à poser des limites claires.
et ça s'explique par des facteurs sociaux et culturels, enfin, en particulier pour les femmes. On verra plus globalement pour tout le monde, mais en tout cas pour les femmes, c'est des conditionnements aussi, sociaux, hein, parce que dès l'enfance, les femmes vont être encouragées, enfin les jeunes filles vont être encouragées à être dociles, serviables, à éviter les conflits, à pas être agressives, à pas parler trop fort et cetera. Donc après ça se traduit par des comportements, de people pleasing arrivés à l'âge adulte et puis aussi, voilà la société, les attentes de la société aussi vis-à-vis des femmes. On attend plus des femmes d'être bienveillantes, d'être douces, voilà, de pas faire de vagues. Alors, comment ça se traduit le people pleasing? Donc, les signes les plus typiques qu'on peut remarquer, c'est vraiment une difficulté à dire non, à poser des limites. J'ai tendance à reporter les décisions pour ne pas faire de vagues, pas être dans la confrontation. Un besoin excessif de validation parce que, bah, finalement, on peut dire non de temps en temps et c'est, il y a pas de problème. Mais voilà, c'est quand ça devient excessif, que là, on peut dire oui, il y a une tendance de people pleasing. Donc le besoin excessif de validation ou la crainte de décevoir les autres, donc le responsable hiérarchique ou les personnes qui sont, sous notre responsabilité, ou ça peut être aussi, des collègues. C'est aussi des prises de décision qui sont influencées par la peur du conflit. Voilà, on ne veut pas, être rejeté, se retrouver un peu, esseulé, voilà. On ne veut pas entrer dans la confrontation ou dans le conflit, donc on prend des décisions en conséquence et on va éviter les conversations difficiles, on va éviter les arbitrages parce qu'on sait que ça va être impopulaire et ça risque de provoquer, du rejet, un tollé, voilà, vraiment de la résistance de la part des autres et la personne, qui a une tendance au people pleasing va aussi, ressentir une culpabilité excessive. C'est-à-dire soit, c'est difficile, elle y va pas, ou alors lorsqu'elle va le faire et tenter de poser, des limites et bah, du coup, elle va se sentir coupable. Elle va se sentir pas bien. Et là, c'est même je dirais même, c'est presque au niveau, physique. Là, vraiment, physiquement, ça peut être inconfortable, ça peut faire mal. Donc, on peut comprendre que, du coup, ces personnes-là, ont du mal justement à être, à poser des limites, à être plus assertives, hein. Alors d'où ça vient, le people pleasing? Alors je vous ai mis l'image d'un bébé parce qu'effectivement, bah, ces mécanismes, on les intègre dès l'enfance. Alors peut-être pas, comme le bébé qu'on voit depuis tout petit et encore là, même si ce bébé ici est un peu blasé, c'est vrai que, les enfants vont intégrer très tôt les comportements qui plaisent à papa, maman. Ou à l'école, ben, les comportements aussi, qui vont leur permettre d'être bien vus, d'éviter les problèmes à l'école. Donc selon les injonctions, hein, des parents, des professeurs, des adultes qui s'occupent d'eux, donc les enfants vont intégrer, ces comportements, des mécanismes de sécurité en quelque sorte, hein. Si d'être gentil, ça m'évite d'avoir des problèmes, voilà, aussi je suis gentil, papa et maman sont contents. Quand on est enfant, bah, les enfants, vraiment, leur premier but, c'est que papa et maman, soient contents, hein. Donc ici, pas de jugement pour les parents, pas de jugement pour les enfants. C'est un mécanisme, en fait, que les enfants vont intégrer de façon, assez inconsciente. Voilà, parce que c'est vrai que la gentillesse est valorisée. Donc il y a des mécanismes de sécurité, émotionnelle qui se mettent en place et puis après, bah, quand les enfants grandissent et bah, ils gardent ces tendances. Donc les injonctions, on va leur dire: «Bah, voilà, sois gentil», ben, en grandissant et on les intègre, ça devient inconscient et puis on continue à garder ces comportements, même si on est grand, puis il y a peut-être moins besoin de faire plaisir à papa, maman. Donc voilà, donc il y a vraiment cette tendance, ce mécanisme de d'éviter les conflits et vraiment d'être accepté par le groupe, d'être accepté par les autres. Voilà. Donc c'est vrai que les enfants, c'est vrai que tout le monde, enfin très souvent quand les enfants sont petits, on va valoriser les enfants qui sont gentils, qui sont sages, qui sont discrets, on va leur dire de ne pas faire de bruit, de pas parler trop fort. Donc ces schémas vont se prolonger à l'âge adulte
Il y a aussi, bah, ce besoin qu'on a en tant qu'être humain aussi d'éviter le rejet, d'avoir un lien avec les autres et puis aussi en entreprise, il y a aussi cette culture professionnelle où, où on peut attendre une certaine disponibilité, une disponibilité totale des employés parfois ou, pareil, ce sont les comportements, les gens sont assez, conformistes qui peuvent être valorisés ou implicitement récompensés, même si elles nuisent à la santé mentale ou, au leadership. Donc toutes ces choses, on les intègre et puis c'est ce qui peut pousser, au people pleasing. Donc, je dis ça aussi pour vous décomplexer, c'est-à-dire que, heu, selon le contexte d'origine, selon le contexte où on évolue, donc c'est un comportement qui est logique. Voilà, j'ai envie de dire, naturel même et qui dans certaines situations peut nous être bénéfique, voilà. Mais, voilà, dans d'autres situations, heu, à terme, il peut devenir contre-productif. Parce qu'il nous empêche d'agir avec clarté et surtout d'être alignés. Et donc effectivement, c'est un comportement qui peut en a avoir un impact sur, notre propre leadership. Ouais, ça peut vraiment pas saper la posture, du leader et limiter l'impact professionnel des personnes qui ont cette tendance au people pleasing. Donc le besoin de plaire conduit souvent à dire oui. Donc ces personnes vont avoir du mal à poser des limites claires. Hem, Elles vont dire oui alors qu'intérieurement, elles vont penser non. Donc voilà, la manager peut accepter des demandes non prioritaires. Ça peut en plus engendrer une surcharge, pour lui, pour elle. Ça peut créer de la confusion. Ce manager peut éviter des décisions impopulaires, hésiter à trancher pour ne pas froisser l'équipe ou reporter des décisions importantes. Voilà, ou, adoucir les messages. Il peut y avoir un phénomène de suradaptation. Donc voilà, le manager qui va se fondre dans les attentes, des autres, soit de son responsable, de son N+1 ou, de son équipe. Et donc son style de leadership devient réactif au lieu d'être stratégique. Ça peut être aussi une communication qui se traduire par une communication qui est floue ou indirecte. Voilà, le besoin d'être aimé va freiner, l'expression, directe. Le feedback peut être édulcoré ou peut-être une situation qu'il faudrait recadrer, ben, du coup, le recadrage sera absent. Et là, ça va générer des tensions, voire, voilà, des soucis de communication ou une incompréhension, hein. Ça peut aussi générer, voilà, des incompréhensions, des malentendus. Et puis quand on dit, oui alors qu'on veut dire non, quand on essaie de répondre à toutes les attentes, aux attentes de toutes les personnes qui nous entourent, on finit par s'oublier. Donc ça va provoquer une surcharge émotionnelle et mentale, du stress, de la fatigue. Si on dit oui à une nouvelle tâche, bon, bah, de fait, on va être surchargé, donc physiquement, mais aussi ça va se traduire et ça aura aussi un coût au niveau émotionnel et mental et ça va avoir un impact sur notre crédibilité. Voilà, trop vouloir ménager les autres, cela nuit à la perception d'autorité. Voilà, je suis pas en train de dire qu'il faut toujours être méchant, qu'il faut être agressif, du tout. En même temps, il y a une attente, de l'entourage qui est là et qui s'attend aussi, voilà, dans certains cas, que le manager fasse preuve, d'autorité. Voilà, donc du coup, les collaborateurs pourraient avoir, tendance à douter de la capacité du ou de la manager à maintenir le cap. Et donc effectivement, bah, c'est un risque d'épuisement ou de ressentiment pour, le manager, le leader qui se trouve dans cette situation d'avoir, voilà, d'éviter les conflits, qui n'arrive pas à prendre des décisions, les décisions qui s'imposent. Donc le people pleasing, ça a un avanta ça a un impact sur le leader mais ça a aussi un impact sur les équipes, donc sur les membres de l'équipe de ce leader. On l'a vu un petit peu, tout à l'heure, hein, c'est le pendant,
des mêmes points, hein, plus ou moins. Donc si les décisions prises ne sont pas claires ou les décisions ne sont pas prises, les priorités pas fixées, comme cela devrait, si le manager hésite, bah, l'équipe, va se retrouver, confuse ou avancer sans boussole, voilà, sans une orientation, une direction claire ou, voilà, des priorités clairement établies. La décision est perçue comme une faiblesse, donc les collaborateurs peuvent interpréter, heu, donc le fait que ce manager soit agréable de façon excessive, comme un manque de leadership. Donc ça va miner la confiance de l'équipe vis-à-vis de ce leader et ça peut faire émerger des comportements de contournement ou des prises de pouvoir informelles. Bon, le manager ne prend pas la décision, bah, c'est quelqu'un d'autre peut-être dans l'équipe qui va s'imposer et prendre, la décision que le manager n'aura pas prise. Donc cela va générer de la frustration, les équipes peuvent être, désengagées, heu, voilà, parce que certains membres de l'équipe peuvent profiter de la tolérance du manager ou d'autres se sentir lésés ou pas reconnus. Donc voilà, c'est ça aussi qui va, heu, générer de la frustration, faire que les personnes vont se désengager. Donc il y a voilà un sentiment d'injustice, latent, de déséquilibre qui va nuire à l'ambiance générale de l'équipe. Donc il y a des conflits, latents, peuvent comme ça, voilà, il peut y avoir des tensions, latentes comme ça, qui créent des tensions larvées et puis avoir des non-dits, en particulier si le manager évite les feedbacks difficiles et malheureusement les conflits, s'ils ne sont pas traités, heu, bon, des fois, très souvent ça empire, la situation, s'empire et surtout ça nuit à la cohésion, générale de l'équipe à long terme. Donc l'équipe peut être surprotégée, peut-être, sous-protégée, sous-exposée, par excès de gentillesse ou par la peur de bousculer du manager. Donc si le manager ne confronte pas l'équipe sur les zones d'amélioration, bah, l'équipe va stagner, va sous-performer, ne va pas se développer comme elle devrait. Et tout ça, ça va générer de la charge mentale. Alors pour le manager, on l'a vu tout à l'heure, heu, il peut y avoir aussi une surcharge invisible sur les équipes et cela peut avoir un effet boomerang. Donc bon, pour le manager, c'est surchargé, on a vu, donc ça va être source de stress, voire de burn-out, mais ça peut, aussi générer du stress pour les membres de l'équipe ou voilà, peut-être si le manager tombe dans dans l'excès inverse, à terme, tombe dans le micromanagement, bon ça aussi ça aura un effet boomerang et ça aura un impact très négatif sur l'équipe. Donc voilà, j'ai dressé un tableau assez noir du people pleasing. Heu, alors bien sûr que, là, c'est des effets négatifs, surtout sur le long terme. Et puis en même temps, on n'est pas de robots. Bon, il y a des jours où on ne se sent pas en forme pour affronter, une situation difficile et c'est OK. Hein, je suis pas en train de dire qu'il faut être parfait, tous les jours. L'idée, c'est quand même de montrer, voilà, un comportement qui peut avoir un effet positif. Sur le long terme, il peut avoir plus d'aspects négatifs que de positifs. Mais surtout, le message que je veux, vous donner aujourd'hui, c'est qu'il y a pas de fatalité, que c'est possible de reprendre le pouvoir. C'est possible de surmonter le people pleasing et donc c'est possible, de contrebalancer les effets négatifs du people pleasing et bien sûr, le coaching est une grande aide pour ça. Voilà, là, je vous affiche, quelques pistes de travail pour surmonter, les leaders, les managers, à surmonter, le people pleasing. Bah, je sais pour ma part, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir travailler sur certains des points que je vous montre ici et la première étape, bah, c'est de le conscientiser, vraiment de se rendre compte: «Ah tiens, là, peut-être, hem, je suis gentil à l'excès, j'ai vraiment une tendance, trop fréquente d'éviter, les discussions difficiles ou j'ai vraiment, du mal à dire non». Voilà, bah, la première étape, ça va être de s'en rendre compte. Ça peut être fait avec des évaluations, en tout cas, voilà, d'identifier les situations aussi où, le people pleasing peut intervenir, donc
Identifier les déclencheurs internes, vraiment ce qui se passe à l'intérieur, c'est quoi? D'où ça vient ce besoin de plaire? Comprendre les différences, bon, effectivement, c'est quoi l'agressivité? C'est quoi l'assertivité? C'est quoi la passivité? Pouvoir comprendre la différence, c'est ce qui va permettre aussi de voir, bah, sur quel point je dois travailler, sur quel point je peux m'améliorer. Apprendre à poser des limites claires sans culpabilité, alors ça, c'est vraiment, très important pour surmonter le people pleasing. Renforcer sa boussole interne, vraiment d'être au clair sur ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? D'être au clair pour ses priorités propres, mais aussi les priorités du service, de l'équipe, voire dans l'entreprise. Donc c'est quoi les priorités? C'est quoi mon rôle aussi en tant que manager? Quand on comprend, voilà, mon rôle en tant que manager, bah, c'est pas forcément, d'être gentil tout le temps, c'est pas forcément, d'être, heu, l'ami peut-être des personnes dans mon équipe. Quand on a intégré ça, ça permet aussi d'être aligné et de pouvoir prendre des décisions, en étant, aligné justement sur ses valeurs, sur ses priorités, d'être clair et ça aide à prendre les décisions, même difficiles. Voilà, parce qu'on, du coup, ça permet de se décentrer sur soi, sur son besoin, en disant: «Voilà, c'est ça aussi qui est bon pour l'équipe. Là, si je pose cette limite, c'est bon pour l'équipe, globale. Bon, il y aura peut-être quelqu'un qui sera, pas content, OK, mais globalement, c'est bon pour l'équipe ou c'est bon pour l'entreprise». Ça aide vraiment à prendre, des décisions, dans des situations difficiles. Ça permet de développer une communication, c'est important pour surmonter le people pleasing de travailler à développer une communication alignée, courageuse, hein. On parle, beaucoup de courage managérial pour les managers et aussi d'assumer son autorité avec humanité. Voilà, comme je disais, c'est pas de devenir quelqu'un d'agressif et de fermé, bien sûr, c'est de rester en accord avec soi-même, de garder son humanité, mais tout en affirmant son autorité aussi, heu, d'assumer son rôle de manager et de personne qui lead, une équipe. Et donc voilà, donc comme je disais, le coaching est une grande aide, hein, pour les managers. Là, je vous propose plusieurs approches pour aider les managers justement à surmonter leurs besoins d'approbation, leurs besoins de validation. Donc différentes pistes, comment on peut travailler, en tout cas comment moi je travaille quand j'accompagne des managers sur ces sujets. Donc, parce qu'il est important de mettre en lumière les schémas inconscients. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir travailler sur quelque chose, il faut déjà avoir conscience qu'il y a un sujet, qu'il y a un réel sujet, un défi sur lequel il faut travailler pour s'améliorer. Et donc ça, c'est possible de le faire en coaching, donc d'identifier les automatismes relationnels, d'identifier, éventuellement des croyances limitantes ou bien des pensées, qu'on a. Si on est convaincu que, heu si je déplais, donc je perds ma légitimité ou, si on est convaincu, je dois être aimé pour être efficace, c'est important de pouvoir le conscientiser et de déconstruire ces schémas. Voilà, il faut les nommer d'abord et après ça permet de s'en distancer, de relativiser. Pareil sur, les croyances limitantes. Si on pense qu'être un bon manager, c'est toujours être disponible, on aura du mal à dire non, si on a une demande et peut-être que c'est il est 18 heures du soir et que c'est le moment de rentrer à la maison. Si on est convaincu, je peux pas dire non, sinon je vais passer pour une dure, pour une méchante ou pour un méchant. Pareil, ça va être difficile de pouvoir dire non. Donc tout ça, ce sont aussi des croyances qu'on peut déconstruire avec, l'aide du coaching. Alors ça peut être des croyances issues du passé, de l'héritage familial, culturel, voire, heu, peut-être il y a des cultures d'entreprise comme ça. Donc c'est important, pareil, de pouvoir les mettre en lumière pour pouvoir les mettre en perspective, éventuellement. Les remplacer par des convictions plus alignées avec notre rôle, avec le rôle actuel de manager. Ça peut être aussi par exemple pour des personnes, des fois il y a des personnes qui sont dans l'équipe, hem et qui accèdent à un rôle de manager. C'est aussi important de pouvoir les accompagner pour, les aider à faire cette transition en disant: «Bah, voilà maintenant, bah, tu n'es plus un membre de l'équipe, c'est toi le manager», donc de pouvoir adapter aussi, heu, sa posture par rapport à ce nouveau rôle. Donc il y a aussi un travail sur les croyances, ça sera très important. Hem,
lui travailler sur les valeurs, donc comprendre ce qui est important pour soi, c'est quoi, mes valeurs profondes, c'est quoi mes besoins en tant que manager, c'est quoi les besoins de l'équipe, hem, donc ça aussi, ça permet d'être aligné. Quand on est, au clair sur ce qui est important pour soi, bon ça permet de pouvoir prendre des décisions, peut-être difficiles, mais voilà, en ayant cette connaissance de soi-même, ça aide vraiment à asseoir sa posture, à être, Hem, à l'aise aussi avec ces décisions, ces situations peut-être difficiles, d'être vraiment à l'aise, d'avoir l'attitude aussi, qui va bien aussi à l'intérieur. Ça permet de renforcer un leadership plus autonome et plus ancré, voilà. Ça permet d'ancrer les décisions aussi, voilà, dans cet alignement. Heu, Ce qui va aider sur cet aspect aussi, c'est de connaître sa personnalité, son style de communication. Avec des tests, il y a des tests qui existent, avec le MBTI, le DISC aussi, ça permet vraiment de mieux se connaître. Moi, je suis formée aussi à l'énéagramme. Voilà, il y a différents tests, qui existent, de mieux se connaître, de connaître son type de personnalité. Ça permet aussi de mieux se rendre compte: «Ah oui, tiens, voilà, dans ces situations-là, je réagis, comme ça. Ah bah, c'est peut-être pour cette raison». Ça permet d'identifier éventuellement ses blind spots, vraiment les points peut-être là, «Tiens, je m'étais pas rendu compte». Dans ce type de situation, avec ce type de personne, voilà comment je réagis et ça permet justement de pouvoir travailler dessus. Donc le coaching va aider à être, voilà, plus aligné, à se recentrer sur son leadership, heu et pas sur le besoin d'approbation. On peut aussi, travailler, développer son assertivité avec des mises en situation. C'est ça aussi qui est, très utile en coaching. Le coach va vraiment offrir cet espace pour aider le coaché, le client, la cliente à s'entraîner. On peut faire des mises en situation, des jeux de rôle pour apprendre à dire non avec fermeté et avec respect. On peut aussi apprendre à changer sa perception du non. Voilà, savoir dire non, poser des limites, heu, c'est essentiel pour plusieurs raisons. Voilà, c'est essentiel, c'est bon pour soi. Voilà, ça permet de se respecter soi, respecter son emploi du temps, respecter son équilibre, voilà, selon les situations et les sujets où on doit dire non, bien sûr. Ça permet aussi, voilà, de prendre des décisions impopulaires, comme je disais tout à l'heure, tout en restant connecté et aussi en se disant: «Voilà, c'est bon pour le groupe. Peut-être là, maintenant, ça va être compliqué, ça va être difficile, mais à terme, globalement, c'est bon pour l'équipe». Donc comme je disais, en coaching, on peut faire des mises en situation, faire des jeux de rôle, donner des exercices, faire du travail en séance et puis aussi du travail entre les séances. Et puis aussi le rôle, du coach et du coaching, ça va être de renforcer la sécurité intérieure. Comme j'ai dit tout à l'heure, le besoin de validation, quand on est amené à poser une limite, à dire non, c'est physiquement difficile. C'est mentalement difficile, c'est physiquement difficile. Donc c'est là où le coach va vraiment créer cet espace de sécurité pour permettre au coaché d'exprimer ses doutes, ses tensions, ses tiraillements. Pour l'aider, il y a différentes techniques qui sont possibles, pour l'aider à diminuer sa charge mentale, à se sentir moins seul dans sa fonction, pour l'aider à trouver aussi du soutien peut-être, dans son entreprise. Peut-être que le soutien ne peut pas venir de l'équipe, hein, mais pour autant, même en tant que manager, c'est important de pas rester seul et peut-être que le coach peut justement être cette oreille, heu, ce partenariat, ce partenaire qui va permettre aussi au coaché de pouvoir se libérer aussi, de se décharger aussi, mentalement. Et donc le coach, va aider le coaché à retrouver, de la clarté et du courage dans ce relationnel et l'aider voilà, se sentir plus à l'aise, l'aider aussi à pouvoir prendre des distances par rapport à ce besoin, qu'il a avec certaines techniques aussi pour que ça devienne plus confortable, d'être dans une situation inconfortable. Donc d'avoir vraiment cette sécurité intérieure qui va permettre de surmonter cet inconfort. Voilà, quand on a été habitué longtemps à dire oui, c'est vrai quand on dit un non, quand on va dire non, ça va être compliqué. Il y a aussi la réponse de la personne en face aussi, hein, qui vient influer. Mais vraiment d'accompagner le client, la cliente à, pouvoir traverser ce moment d'inconfort
et après aussi à pouvoir se libérer, du stress. Voilà, à pouvoir, se ressourcer en quelque sorte, se nourrir pour pouvoir, voilà, baisser le stress après une situation, peut-être une discussion compliquée. Donc pour tout ça, le coaching est très utile. Alors est-ce qu'il y a des questions? Alors pour continuer, dans les, quelques minutes qui nous restent, je vais vous proposer des exercices qu'on peut faire, en coaching. Comme ça, je vais vous livrer les sujets, je vais vous livrer les questions. On n'aura pas forcément le temps aujourd'hui, pour vous d'y répondre de façon très détaillée. Mais voilà, c'est pour vous montrer aussi, des pistes qu'on peut explorer en coaching et puis pour, amorcer aussi cette réflexion aussi pour vous. Si vous pensez que vous êtes, effectivement, touché par le people pleasing ou bien si vous voulez peut-être aider quelqu'un autour de vous. Donc voici quelques questions d'autoréflexion, si donc que moi en tant que coach, je pose à mon client, à ma cliente pour l'aider à mieux, appréhender son rôle de manager, voilà. De des questions vraiment, alors que je peux soit poser en séance ou alors voilà, ça peut être aussi un travail à faire à la maison entre séances, de pouvoir réfléchir, mais c'est qu'est-ce que moi j'attends, voilà, qu'est-ce que j'attends de moi-même en tant que manager? Quel est mon rôle? Quelle est mon intention managériale? Quelles limites ai-je besoin d'assumer pour protéger ce rôle? Ça, c'est des questions qui est important de se poser en amont, avant même que des situations, compliquées surgissent. Comme ça permet aussi de se préparer et vraiment de pouvoir assumer aussi son rôle, sa position. Quand on comprend, bah, qu'est-ce qu'on attend d'un manager, c'est vrai que le rôle d'un manager, c'est aussi de poser des limites, c'est pas toujours d'être gentil. Voilà, donc c'est important de pouvoir réfléchir finalement: «Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends de moi-même?» Hem et qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mon rôle en tant que manager dans cette situation ou dans des situations, des situations à venir? Un exercice aussi que j'aime bien, proposer en coaching, c'est un exercice qu'on fait aussi dans les, formations, pour les managers, pour, former les nouveaux managers. C'est l'exercice du blason du leadership. Alors il y a plusieurs, façons de faire, mais voilà, celle que je vous propose, de pouvoir, dessiner un blason. Donc l'objectif, c'est de clarifier vos valeurs et votre posture de leadership. Donc de dessiner un blason avec, vos 3 valeurs clés. Là, c'est ce que je représentais ici avec 3 étoiles. Un animal totem, une devise sur le bandeau, un piège à éviter et un symbole de, votre puissance personnelle. Donc ça, c'est un objectif, c'est un exercice qu'on peut faire en coaching pour vraiment aider le coaché, la coachée à clarifier ses valeurs, sa posture. Donc voilà, ça ça pousse à l'autoréflexion et après c'est un dessin qu'on peut garder aussi, pour soi, le mettre quelque part sur son écran ou, dans un cahier, un bloc-notes près du clavier. Ça permet aussi, voilà, de pouvoir se recentrer, le jour où il y a une situation un peu compliquée, voilà, ça permet aussi de dire: «Ah oui, voilà, c'est ça qui est important pour moi. C'est ça ma devise, mon slogan. C'est ça mes valeurs, c'est ça qui va, hem, c'est sur ça que je peux m'appuyer pour traverser cette situation». Et ça permet aussi de se souvenir: «Ah oui, voilà, ça c'est le piège que j'avais identifié, voilà, la situation arrive, c'est ça le piège, voilà peut-être ma ressource, voilà ce que je peux mettre en place pour surmonter cette situation». Un autre outil qui est aussi très utile, hein, en particulier pour, s'exprimer avec assertivité, pour exprimer ses besoins, pour formuler des attentes, hem, sans être agressif. Vraiment avec assertivité. Donc la communication non violente, c'est un très bon moyen pour exprimer ses besoins justement. Donc la communication non violente, c'est un processus de communication développé par un psychologue et médiateur, américain dans les années 60, monsieur Marshall Rosenberg, il est assez connu. Donc la CNV vise à améliorer la qualité de la communication
en favorisant l'empathie, la compréhension mutuelle et la résolution de conflits de manière respectueuse. On peut l'utiliser dans différents contextes, au niveau professionnel, mais aussi on peut l'utiliser, à la maison, en famille, avec ses enfants, avec ses ados. Ça marche aussi très, très bien. Donc là, très rapidement, quelques éléments, heu, la trame. L'une des trames que je trouve très utile, hein, qui est proposée par la communication non violente, c'est une trame qui permet de se préparer. Pour les entretiens, difficiles, la préparation vraiment c'est 80 du boulot. Ça permet justement, c'est ce qu'on peut travailler en coaching avec des jeux de rôle et après une fois que le client a intégré la méthode donc heu, il peut le refaire après tout seul avec cette trame, voilà, vous pouvez l'adapter selon la situation et ça permet de se préparer donc ça permet déjà, hem, d'être plus à l'aise le jour J. Et on peut même avoir une trame avec le papier, devant soi. Ça permet d'avoir les idées devant les yeux, de ne pas perdre des points quand vous voulez aborder et parce que des fois aussi quand on est en stress, si on se laisse gagner par ses émotions, on peut perdre un peu le fil. Et bah, ça permet, voilà, quand on s'est préparé, on a la trame devant les yeux et on peut s'y raccrocher et continuer l'entretien. Et puis souvent quand on fait, quand on ça peut être un recadrage ou voilà, quand on donne du feedback. On va pas toujours jusqu'au bout. On va pas toujours jusqu'à formuler clairement la demande, le changement qu'on attend de l'autre personne. Donc pour ça, cette trame-là est très utile. Donc c'est la trame qu'on appelle OSBD, c'est ce que je vous ai mis ici en orange. Donc O, pour, observation, S pour sentiment, B pour besoin, des demandes. Donc l'idée, c'est de pouvoir, décrire objectivement la situation ou le comportement sans jugement, vraiment de façon dépassionnée. Heu Et sans, comment je pourrais dire? Heu, en étant précis, voilà, aussi précis que possible. Voilà, tel jour, on peut citer la date, à telle heure, voilà ce qui s'est passé, ou alors si c'est un recadrage, on peut dire voilà, et ben, telle date, telle date, telle date, j'ai pu constater que tu es arrivé en retard. Vraiment d'être factuel et objectif et précis. Après d'exprimer, les sentiments, les sentiments par rapport à la situation. Donc là, on va parler en jeu. L'idée, c'est pas d'incriminer la personne, dire: «Voilà, moi, ce que j'ai, ressenti par rapport à cette situation». Identifier le besoin sous-jacent, le besoin sous-jacent qui n'est pas satisfait, heu pour terminer, donc on formule là où les demandes spécifiques et réalisables pour répondre à ce besoin. Et donc c'est pour ça que je vous disais que c'est une trame qui peut être aussi utile, bah, au niveau, perso avec les amis, les enfants, le conjoint. Ça marche aussi, très, très bien. Et donc on peut poser la trame sur le papier et se préparer en avance. Donc c'est vraiment ça donne une structure claire pour aborder, une situation, alors il y a aussi une autre trame, que je vais vous proposer maintenant, la trame OSBD est plus dans l'empathie. Cette trame ici, le desk, qui a été développé par monsieur Bauer, est plus directive. Aussi, une trame en 4 étapes, donc DESC, D, D vient donc, pour décrire, donc pareil, c'est comme pour SBD, on décrit, objectivement la situation, le comportement en étant précis et objectif. Pour exprimer, donc on fait part de ses sentiments, de ses préoccupations, des désaccords peut-être que le comportement de l'autre personne fait naître en soi. S, c'est pour spécifier, donc on va proposer une modification réaliste de ce comportement. Et c'est donc conclure aux conséquences,
Donc là, l'idée, c'est d'intéresser la personne à l'élaboration d'une solution, en indiquant les conséquences possibles pour la personne. L'idée, c'est d'avoir l'accord de la personne et éventuellement, on va expliquer aussi les conséquences si jamais la personne ne faisait pas ce qu'on attendait. Donc c'est pour ça aussi que c'est une trame qui est beaucoup plus directive que le SBD. Par exemple, vous donnez un exemple dans le cas si, vous discutez d'une charge de travail excessible, donc ça marche avec vos subordonnés, puis ça peut marcher aussi avec, votre chef, hein. Donc, pardon, dans le cadre d'une charge de travail excessive, heu, décrire la situation. Alors je remarque que ces dernières semaines, j'ai reçu plusieurs tâches supplémentaires, en plus de mes responsabilités habituelles. Le E, cela m'a fait ressentir du stress et de la pression, ce qui a affecté mon bien-être. Pour la partie S spécifiée, serait-il possible de revoir la répartition des tâches pour alléger ma charge de travail actuelle? Et C, conclure, conséquence. Si nous pouvions trouver un équilibre, je serais en mesure de mieux me concentrer sur la qualité de mon travail. Voilà, ça permet vraiment d'avoir une structure claire et je trouve que c'est très utile, hein, pour se préparer, pour demander une augmentation, pour un recadrage. C'est voilà, aussi bien SBD que Desk, ce sont vraiment des trames qui sont très utiles et qui permettent d'être assez assertif tout en étant respectueux de l'autre. Et d'aller dans le dialogue. L'idée ensuite, si on va dans le dialogue, après bon, c'est autre chose, on peut entrer dans la négociation. Mais voilà, en tout cas, c'est une trame qui aide, je trouve qui est très utile pour se préparer et quand on est préparé, ça permet justement de mieux gérer la situation, de mieux gérer ses émotions derrière. Et puis, ça permet aussi de gagner en confiance en soi. Voilà, en surmontant les obstacles qu'on a, les obstacles internes à l'assertivité, ça permet de gagner en confiance en soi. Puis ça aide aussi à gérer, ses émotions puisque voilà, on a la trame, ça permet de garder la tête froide. Et le point que je voulais, souligner pour terminer, cette masterclass est donc, vraiment l'un des bénéfices du coaching, c'est l'aide à la mise en action, l'aide à la mise en action. Vraiment le coaching, c'est un partenariat qui vise à aider les clients à atteindre leurs objectifs. Donc le rôle du coach sera vraiment de vous accompagner pour créer un plan d'action spécialisé, un plan d'action personnalisé, dirigé vers le succès. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le coaché vers le succès. Avec des petits pas, l'idée, c'est pas forcément de faire des grands pas tout de suite ou d'aller très vite. Vraiment au rythme du coaché, de pouvoir, heu, déterminer un plan d'action et de fixer aussi des objectifs concrets. Souvent on parle d'objectifs SMART, c'est ce que je vous ai mis ici, des objectifs spécifiques, mesurables, voilà, avec des critères qui permettent objectivement de dire: «Oui, l'objectif a été atteint», atteignable, réaliste et défini dans le temps. Voilà, donc le coach est vraiment un partenaire de redevabilité. Puisque justement, au cours des séances, on peut demander au client, bah, voilà, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait ce que tu avais, prévu? Donc ça permet, donc sans exercer du contrôle bien sûr, hein. L'idée c'est mais en tout cas, c'est de questionner et ça permet aussi, bah, ça pousse le coaché aussi à réfléchir, à dire: «Tiens là, je devais faire, j'ai pas fait, pourquoi?» Donc c'est vraiment d'aider, le client aussi à prendre conscience de certains comportements, peut-être de certains freins, conscients, inconscients. Donc le coach sera ce partenaire pour, aider le client à aller, à atteindre le succès, un partenaire de redevabilité et aussi un cheerleader. Vraiment en tant que coach, on est aussi là pour encourager, le client, la cliente, pour l'encourager, pour la féliciter aussi, voilà, quand elle a réussi, quand elle a fait, des progrès. Et donc on est aussi là pour les féliciter. Et puis des fois aussi pour les challenger. Voilà, je ne vais pas dire qu'on va mettre des coups de pied au derrière, mais en tout cas pour challenger, parce que parfois c'est vrai aussi que, heu,
bah, le coaché peut avoir besoin de pour se mettre en action, qu'on le motive, aussi un peu, tout en gardant à l'esprit que malgré tout, c'est le coaché, la coachée qui reste maître de ses décisions et de ses actions. Voilà, nous, on est là pour accompagner, pour aider, mais c'est le coaché, la coachée qui fait le travail. Donc voilà, pour terminer cette masterclass, je vais vous laisser avec, cette citation: «Le leadership authentique se révèle dans l'alignement». L'alignement entre ce que vous pensez, pardon, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Le leadership authentique se révèle dans l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. On peut parler aussi de congruence. Voilà, et un leader aligné pourra plus facilement prendre les décisions difficiles qu'il a à prendre ou qu'elle a à prendre. Voilà, donc voici le mot de la fin de cette masterclass. Merci de votre attention. Merci à vous qui allez regarder cette vidéo en replay. Je vous laisse mes coordonnées si vous souhaitez me contacter. Donc sur LinkedIn, vous allez me retrouver sous mon nom, Sophia Glandor. Vous avez mon site web que vous pouvez visiter. Si ça vous intéresse de rester en contact, voilà, vous avez aussi mon adresse email. Sur mon site internet, vous avez aussi un formulaire de contact. Donc sachant que le premier contact est offert, donc vous pouvez prendre rendez-vous pour une session découverte, une session stratégique offerte. Comme ça, nous pourrons discuter de comment je peux vous accompagner. Et je suis notamment spécialisée dans les questions de confiance en soi, de gestion des émotions, comme vous l'avez vu au début. Et j'aide aussi les managers qui vont prendre un premier rôle managérial. Je les aide à gagner en confiance et à s'affirmer dans leur leadership. Et j'aide en particulier les femmes qui évoluent dans les univers à prédominance masculine. Parce que moi, j'ai moi-même travaillé dans un service informatique. J'étais responsable d'un service de technicien, donc je sais ce que c'est d'évoluer dans des environnements où on est parfois la seule femme ou parmi les seules femmes du département. Donc, j'aide aussi les femmes dans ce cadre-là pour les aider à gagner en confiance et à s'affirmer pour avancer. Donc voilà, je vous invite à me contacter et à prendre un rendez-vous. Donc vous avez le formulaire directement sur mon site. Voilà, merci encore pour votre attention et je vous dis à très bientôt.